Salut tout le monde, c'est pas tous les jours sur le marché de la photo qu'une nouvelle technologie vraiment marque l'histoire de la photo. C'est le cas avec ce Sony A9 III. J'ai vu que beaucoup de gens étaient perdus, donc on va faire un peu de pédagogie. On commence par l'époque des réflexes, qui était l'époque vraiment de ce qu'on appelait l'obturateur mécanique. C'est une pièce mécanique, le fameux premier et deuxième rideau, qui marche très bien. Pour autant, lorsque vous faites une rafale, ça produit un espèce de voile noir qui perturbe la visée, qui n'est pas très agréable. On a aussi, comme c'est une pièce mécanique, elle est limitée en vitesse, on ne pouvait pas dépasser 1,8 millième de seconde et la rafale était forcément limitée à 12 ou 14 images par seconde. On a aussi une pièce qui est bruyante dans des environnements où vous avez envie d'être discret et silencieux. C'était l'enfer, on avait l'impression d'avoir une mitraillette à l'intérieur d'une église, c'était vraiment pas terrible. On l'utilise pas en vidéo, évidemment, l'obturateur mécanique. C'est contraignant pour le flash, il y a la fameuse vitesse de synchronisation du flash. Et c'était finalement fragile parce qu'on datait l'âge d'un boîtier avec cette pièce-là. Combien de photos vous avez pris en utilisant l'obturateur mécanique? Les constructeurs ont essayé d'évoluer et ils ont utilisé ce qu'on appelle un obturateur électronique, rolling shutter. Aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé dans la majorité des hybrides. Pourquoi? Parce que c'est silencieux surtout. Là, vous pouvez prendre des photos sans faire aucun bruit. Vous avez accès à des vitesses plus rapides et à des rafales qui sont plus rapides. Donc c'est une vraie solution. Vous n'avez plus du tout de blackout quand vous prenez une rafale. Donc ça vous offre énormément de confort. Le problème de cette technologie-là, c'est que vous lisez ligne par ligne votre capteur et en fait le temps pendant lequel vous êtes en train de lire votre capteur, si votre objet est en train de bouger, vous allez avoir des problèmes. Donc vous avez en intérieur, si votre éclairage scintille, des bandes noires qui se créent sur votre image. Et si votre objet est en mouvement, un ballon de football peut devenir un ballon de rugby. Ça crée vraiment des problèmes et des limitations. Pareil, sur un obturateur électronique, vous n'aviez pas droit au flash, c'était pas compatible avec cette technologie-là. Les constructeurs, pour essayer de diminuer tous ces problèmes-là, sont passés à une technologie qu'on appelait de capteurs empilés, qui sont en fait des capteurs électroniques plus rapides. Avec ces capteurs beaucoup plus rapides, on va toujours lire ligne par ligne, mais on lit les lignes beaucoup plus rapidement que sur les capteurs électroniques traditionnels. Donc, on a les mêmes problèmes en fait, mais largement diminués. Donc vous avez beaucoup moins de problèmes de bending en intérieur liés à tout ce qui est éclairage LED et on a aussi beaucoup moins de problèmes de déformation d'objets. Mais vous avez bien entendu ce que je vous dis, c'est diminuer les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement supprimés et beaucoup de propriétaires aujourd'hui de Nikon Z9, de Nikon Z8 qui n'ont pas d'obturateur mécanique disent parfois on est un peu démuni parce qu'on se retrouve dans des situations où en obturateur électronique, c'est tout simplement pas possible. Parce qu'on lit ligne par ligne. C'est pourquoi l'arrivée aujourd'hui de l'obturateur global ou global shutter dans l'histoire de la photo, en fait vient clore une transition entre un monde qui était obturateur mécanique mais qui était limité par l'obturateur mécanique, une transition liée à l'obturateur électronique. Et en fait, le but de cette transition-là, c'était d'arriver au global shutter. Le global shutter, c'est la lecture de tous les pixels du capteur en même temps. Vous êtes dans un autre monde, un monde qu'aujourd'hui on n'a jamais connu. Donc, vous allez pouvoir avoir une vitesse très rapide. Ici, Sony parle de 1,80 millième de seconde. Donc, ça veut dire que le capteur est capable d'être lu en 1,80 millième de seconde. Vous allez avoir une rafale ultra rapide, donc 120 images par seconde. Là où avant, on avait du mal à dépasser les 30 images par seconde, 120 images par seconde. Et qu'on soit clair, là, il n'y a pas d'arnaque. C'est-à-dire que c'est 120 images par seconde en pleine définition, dans la qualité de RAW que vous voulez. On n'a même pas, vous savez, par exemple chez Canon, quand vous passez à l'obturateur électronique, on passe de 14 bits à 12 bits. Ça diminue la dynamique, on le voit sur photon sur photo. Ici, c'est pas le cas. Et évidemment, c'est un nouveau monde, et là, je pèse mes mots, pour les gens qui utilisent un flash. Puisque le flash, c'est quand même une vraie galère depuis toujours. On a cette fameuse vitesse de synchronisation du flash qui vous impose d'utiliser le flash à pleine puissance à 1,200 ou à 1,250e, qui est une vitesse extrêmement lente. Essayez de faire faire quelqu'un, par exemple, du saut en hauteur à 200 ou 250e de seconde, vous allez avoir une photo floue. On avait trouvé des petits palliatifs qui étaient le fameux mode HSS, qui est en fait une rafale d'éclairs de flash, mais de moindre puissance pour essayer d'éclairer le capteur. Mais tout ça, en fait, c'était pour moi, c'était des solutions de transition en attendant de pouvoir faire mieux. Aujourd'hui, avec cette technologie de capteur-là, on peut faire du flash à toutes les vitesses. Et franchement, il ne faut pas mâcher les mots. C'est vraiment une révolution. Oui, souvent on parle de petites révolutions, machin, une évolution. Non, là c'est vraiment une révolution parce que ça clôt une transition entre deux mondes, entre le monde mécanique et aujourd'hui l'obturation globale.
Donc non, bravo Sony, c'est les premiers à le faire. Et clairement, je vous le dis, dans les 10 prochaines années, c'est la technologie star des 10 prochaines années. Et mon obsession sur place, c'était de trouver une lumière qui posait problème au Sony A1. Parce qu'on ne va pas se mentir, sur les capteurs empilés de dernière génération, on a déjà quelque chose qui va très très vite. Et dans un couloir, j'ai trouvé une lumière que Sony avait peut-être pas prévue, qui scintillait comme c'était pas possible. Et moi, j'étais super content parce que vous voyez toutes ces bandes qu'on voit sur le Sony A1, j'étais curieux de voir, est-ce que vraiment, sur un Sony A9 III, on n'a plus de problème dans ces conditions-là? Et la réponse, je vous le dis, c'est oui. C'est-à-dire que clairement, cette lumière-là qui me posait problème avec les bandes, ce qu'on voit sur le A9 III, c'était une luminosité qui varie. Et on a même à un moment donné une photo où on voit la lumière qui est entièrement éteinte. C'est pour ça que ça pose des problèmes au capteur empilé. C'est parce que justement, cette intensité lumineuse, cette fréquence, elle varie non-stop. Et clairement, dans ces cas-là, le A9 III aujourd'hui, c'est la solution ultime pour être sûr que, quelle que soit la situation d'éclairage dans laquelle vous allez vous trouver, vous n'aurez pas de problème. Quel que soit le mouvement rapide que vous allez capturer, les pales d'un ventilateur elles vont rester droites. Donc non, c'est balèze. J'avais aussi envie de vous montrer le découpage d'un mouvement. Ici, vous voyez, sur ce saut, ça c'est ce qu'on voit avec un Sony A7 IV. C'est le type de photo que vous avez. Vous voyez, il y a quand même une différence énorme entre chacune des photos. Donc on est à 10 images par seconde. Le découpage du mouvement est quand même extrêmement haché. Vous n'allez pas avoir beaucoup de choix là. Ça, c'est le découpage à 30 images par seconde sur un Sony A1. Vous voyez, si je veux l'instant précis où elle a les jambes encore très très tendues, mais où ses cheveux sont visibles en haut, ils ne sont pas coupés, c'est vrai que j'ai pas énormément de choix de cette fraction de seconde là, qui est probablement la meilleure. Et à 120 images par seconde, vous allez avoir un découpage beaucoup plus précis. Et franchement, pour ceux qui disent ça sert à rien, regardez, il n'y a pas une seule photo qui est strictement la même. Ça bouge tellement vite dans ces scènes d'action là que les photos sont réellement différentes. Et là, on est à 120 images par seconde. Il n'y a vraiment qu'une fraction de seconde entre deux photos. Et typiquement à droite, c'est la photo que j'ai sur le A1. Et ça, c'est 2 frames plus tôt que j'ai sur le A9 III où elle a les jambes un peu plus tendues. C'est vraiment la différence qu'on a entre les deux. Un tout petit peu plus de choix dans le découpe du mouvement qui vous permet d'avoir l'instant exactement précis où c'était vraiment la situation idéale. Et je vous montre une séquence capturée sur le terrain. Vous voyez, elle fait son saut de haie. Et en fait, on se rend compte, ça, les photos que je vous montre là, c'est un quart de seconde. Un quart de seconde. Et en fait, les 120 images par seconde vont vous permettre de pouvoir découper le mouvement et trouver l'instant où le pied est exactement comme vous voulez, où la jambe est le plus haut possible. C'est la même chose sur une course. C'est impressionnant de voir à quel point vous allez découper le mouvement. Trouver le moment où les cheveux sont un peu en l'air, où la main est correctement positionnée, où le regard a une certaine intensité, ça vous donne quand même énormément de choix. Donc c'est assez bluffant. C'est la même chose. On a eu l'occasion de l'essayer à la boxe et je me suis aperçu à la boxe que j'avais toujours une ou deux photos, mais pas plus, une ou deux photos où j'avais une déformation de la joue, où on sent tout l'impact. Vous voyez, là, il n'y a pas d'impact. La photo suivante, j'ai un impact au niveau de la joue qui encaisse le coup. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu pas mal. Vous voyez là, il va reprendre un coup de pied. Et là, on voit tout l'impact du coup de pied qui arrive dans la joue. Mais ça, c'est 2 frames. C'est-à-dire que comme on en a 4 fois plus que sur un A1 ou un A9 II, ça veut dire que sur la A1 ou la 9.2, vous aviez une chance sur 4 d'avoir cette photo-là. Potentiellement, les 2 frames ici les plus impressionnantes, vous ne les aviez pas sur le A1 et sur le A9 II. C'est pareil ici, quand elle atterrit, le sable explose en fait. Et là, c'est impossible de dire que toutes les photos sont les mêmes en fait. Il n'y en a pas une seule qui ressemble à l'autre. Bon et Damien, on en parle du buffer parce que 120 images par seconde, oui, mais pendant 1,6 secondes, ce qui n'est pas extraordinaire. Il faut bien se rendre compte que ça donne du 6 gigaoctets par seconde à encaisser pour le boîtier, juste pour remettre les choses en perspective. Donc évidemment, moi j'ai fait des tests de buffer. Donc à 120 images par seconde, j'ai 120 photos sur la première seconde, j'en ai 80 sur la deuxième seconde et j'en ai 22 sur la troisième seconde. Donc juste pour dire, c'est pas 120 images par seconde plus 0, on a en fait vraiment un espèce de dégradé dans la rafale, 120, 80, 22. Donc on continue quand même de pas mal découper le mouvement. Mais on n'est pas obligé de faire des photos à 120 images par seconde. On peut aussi faire des photos à 60 images par seconde. Et dans ce cas-là, moi je suis réussi en RAW à faire 4 secondes à 60 images par seconde.
Donc 4 secondes avec un mouvement découpé à 60 images par seconde et ensuite je tombais à 15 images par seconde. Donc encore une fois, je passe pas de 60 à 0, mais là, à 60 images par seconde, vous avez déjà 4 secondes entièrement découpées. Et si je me mets à 30 images par seconde en RAW, bah c'est simple. Pour moi, j'avais une rafale qui était quasiment illimitée. Je me suis arrêté, ça faisait 15 secondes que j'étais en train de prendre une rafale RAW à 30 images par seconde. Donc j'ai entendu quelques commentaires qui me disaient, mais Damien, en fait finalement c'est inférieur au buffer qu'on avait sur un A9 II, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le buffer il est exprimé pour le 120 images par seconde, mais en fait si vous diminuez la cadence, le buffer augmente. Allez, on rentre dans quelques plans vidéo que je vous ai filmés. Sachez que moi j'avais un A9 III qui était en version 0.8 et qui franchement était très stable et qui marchait très bien. À l'intérieur, vous avez la possibilité de régler évidemment la vitesse de la rafale. Il n'y a rien qui vous oblige à faire du 120 images par seconde. Vous gardez un accès au RAW. Vous n'êtes pas comme chez Nikon uniquement au JPEG. Et quand je dis au RAW, c'est n'importe quel format de RAW. Ils n'ont pas supprimé non plus le non compressé, par exemple, comme l'a fait Nikon. Donc on a vraiment une flexibilité qui est absolument totale. Ça apparaît être le système un peu parfait. Donc ici, vous voyez, je suis en non compressé et j'ai toujours ma rafale à 120 images par seconde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Ici, juste pour vous montrer un peu le tracking de l'autofocus. Évidemment, on est chez Sony, on sait qu'on a déjà un niveau extrêmement élevé de tracking des yeux. Je vous les ralentis ici pour que vous voyez un peu comment il fonctionne. On a un nouveau menu, réglage du gain de vitesse. On a un nouveau bouton qui est le bouton C5 qui en fait, on peut le personnaliser comme on veut. Mais là, en fait, il y a une espèce de boost de la rafale qui est attribué sur ce bouton-là. Et en fait, quand on appuie sur ce bouton-là, en fait, on peut dire, bah, moi, ma rafale de base, c'est 60 images par seconde, parce que dans ce mode-là, on a un buffer qui est quand même relativement confortable, et ça me donne déjà une découpe du mouvement qui est le double des anciennes générations. Mais il peut arriver à un certain instant où je veux découper un peu plus précisément le mouvement, j'appuie sur mon bouton C5, et là, j'ai un boost à 120 images par seconde qui se fait sur cette séquence-là. Et regardez, quand j'appuie sur le bouton, j'ai 3 flèches vers le haut qui témoignent en fait de ce boost activé. Là, ça veut dire que j'appuie sur le bouton C5. Donc, autre exemple de rafale, de suivi. Vous voyez, les yeux. Et là, ici, il se passe un truc. Elle met la main devant. Et l'autofocus est un peu perturbé, vous voyez. Je perds quand même un peu l'autofocus, juste pour dire, je suis pas là pour vous dire c'est absolument parfait, on pourra jamais faire mieux. Bon, je vous ai dit que j'ai testé le buffer, juste pour vous montrer comment je fais. Je prends en photo tout simplement un chronomètre et je compte le nombre de photos qui ont été prises sur une seule seconde et je fais ça sur plusieurs secondes. Ici, à 30 images par seconde en RAW compressé, franchement, j'arrivais pas au bout du buffer. Au bout de 15 secondes, on a arrêté, mais c'était nous qui étions fatigués finalement avant l'appareil qui fait une rafale de 15 secondes. Un autre exemple de tracking, juste encore une fois, pour que vous voyez un peu comment il fonctionne, comment il évolue dans son tracking. Et pour vous montrer aussi que le buffer, je me suis parfois... J'ai eu un peu la sensation qu'on avait, vous savez, avec le A7R4 à l'époque, qui faisait 61 millions de pixels sur une carte SD. Là, ça m'a donné un peu le même sentiment. C'est-à-dire que pour vider le buffer, il faut parfois 30 ou 45 secondes. Vous avez fait votre rafale à 120 images par seconde ou à 60 images par seconde, mais vous attendez pendant 30 ou 45 secondes que finalement le buffer se vide. Et franchement, parfois, ça paraît quand même un peu long. Donc ici, un autre exemple de suivi. La nouveauté, c'est la pré-capture. On avait ça chez toutes les autres marques, on ne comprenait pas pourquoi Sony ne le faisait pas. Mais en fait, probablement qu'ils ne le faisaient pas parce que ils attendaient d'avoir une technologie qui soit au point. Mais en fait, ça tombe bien. C'est en fait la meilleure pré-capture qu'on ait. Puisque jusqu'à maintenant, dans l'histoire de la pré-capture, chez Nikon, ils le font, mais uniquement en JPEG. Donc c'est une pré-capture vraiment limitée, un peu frustrante au JPEG. Chez Canon, ils le font un peu mieux parce qu'ils font ça sous forme de piles de RAW. C'est-à-dire qu'ils ne découpent pas les RAW. Chez Canon, c'est une ergonomie un peu plus compliquée où on a une espèce d'énorme RAW qui fait plusieurs gigas dans lequel il faut isoler l'image que vous voulez. C'est un peu contraignant. Sony, c'est vraiment la version parfaite. C'est-à-dire que vous faites la pré-capture, vous pouvez choisir de dire, moi j'ai envie de récupérer ce qui s'est passé une seconde après que j'appuie. On le fait en RAW, sans particularité de faire des piles de RAW ou des trucs un peu compliqués. C'est du RAW vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Donc en fait, c'est la meilleure pré-capture aujourd'hui disponible sur le marché. Tout simplement, on a ce petit sigle ici qu'ils ont ajouté, vous voyez, sur l'interface, où on voit que là, pour l'instant, je ne prends pas la photo. Pour l'instant, il est en train juste de mettre en buffer les photos. Et dès que moi, j'appuierai, il va récupérer ces photos. Mais en attendant, il les jette. Mais il se tient prêt à tout moment à me récupérer une seconde de photos et de ne pas les jeter. Et à l'instant où j'appuie, donc évidemment au moment où elle est en train de sauter, parce que c'était l'instant que moi j'attendais, que je voulais récupérer, on voit qu'on a la flèche qui atteint, qui se met complètement au bout.
Donc ça, le pré-capture, c'est quelque chose qui est pour moi absolument fondamental. Quand vous additionnez 120 images par seconde, une capacité de découpe du mouvement de 120 images en une seconde et la possibilité de récupérer une seconde avant d'avoir déclenché, bah imaginons par exemple sur un décollage d'un oiseau, la combinaison des deux, c'est ça qui permettait à l'ambassadeur espagnol Diego, avec les carabiniers, de voir la balle sortir. Il déclenche avec la précapture. Donc pour moi, ça fait partie probablement des fonctions qui m'excitent le plus, hein. La précapture et le 120 images par seconde, parce qu'il n'y aurait pas eu la précapture, ce n'était pas la même histoire, hein, sur ce boîtier-là. Il n'y a pas d'obturateur mécanique sur ce boîtier-là. Par contre, vous gardez la fonction anti-poussière. Donc le rideau, il est toujours présent pour, lorsque vous changez les objectifs, protéger les poussières. On a aussi une nouvelle fonction, disons, d'empilation de RAW, n'importe quel type de RAW. On peut choisir combien de RAW sont empilés. Moi, ça me fait penser, en astrophotographie, on fait de l'empilation de RAW pour supprimer le bruit. Je pense que c'est tout simplement ce qu'ils font aussi. Sachez que ce n'est pas du pixel shift, donc ça n'utilise pas la stabilisation. Et c'est quelque chose qui peut être fait à main levée. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est pas fait à l'intérieur de la caméra. C'est quelque chose qui est fait sur le logiciel, sur l'ordinateur. Moi, je sais d'avance qu'un workflow où j'ai besoin d'aller identifier des rôles, les mettre sur l'ordinateur, je l'utiliserai jamais. Moi, j'ai besoin de choses qui sont faites directement dans la caméra. C'est ce que fait, par exemple, pour le Pixel Chip Panasonic, qui font des trucs absolument incroyables en RAW à l'intérieur du boîtier. C'est vraiment aussi, moi, personnellement, ce que j'aurais attendu de Sony. L'ISO natif est plus ISO 100, contrairement à tous les autres boîtiers Sony, c'est ISO 250. Pourquoi? J'en sais rien. C'est sûrement lié au global shutter. En sport, c'est pas un problème parce que ISO 250 en ISO natif, ça veut dire que vous allez avoir des vitesses d'obturation qui vont être toujours 2 fois plus élevées que si vous étiez à ISO 100. Donc à la limite, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise nouvelle. Par contre, cet appareil-là, en paysage, si vous voulez faire des poses longues, clairement, il n'est vraiment pas prévu pour ça. Et si vous voulez aller dans des ISO natifs plus hauts, c'est 25 600 ISO. En termes de système AF, bah moi j'ai retrouvé le système que je connaissais très très bien sur le Sony A7R5 avec la même détection. Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était une version plus évoluée. J'ai vraiment eu l'impression que c'était strictement le même, que les mêmes algorithmes de détection qu'on a sur le Sony A7R5 et que donc je connais bien parce que c'est des algorithmes qui ont vraiment marqué une avancée, mais qui ne sont pas parfaits. Moi, je vous dis depuis le A7R5 que j'estime que les algorithmes de détection, notamment de chez Canon, sont un cran au-dessus, sont encore un peu meilleurs que ce que fait Sony. Je ne parle pas de technologie autofocus, c'est encore différent. Je parle vraiment de capacité à détecter où est le sujet. Vous voyez, là, le tracking est bien, aucun problème. Il sait où est le visage, il identifie bien. Donc ça, c'est tellement meilleur que ce que fait un Sony A1. Donc vraiment, ça marche bien. Pour autant, regardez ici. Hop, ici, on ne sait pas pourquoi ça bascule devant. Là, il est perdu. Je perds toute la séquence. Et il va basculer derrière. Donc, il n'a pas vu mon sujet. Je suis obligé de reprendre et de lui dire non, non, mais reviens. Donc, tout ça pour dire, on n'est pas ici pour vous dire tout est une révolution, tout est absolument parfait. J'ai trouvé des cas où pour moi, on est sur un autofocus équivalent à celui du Sony A7R5. Juste pour dire, j'ai entendu certains dire, ouah, 120 images par seconde, mais ça va être impossible à utiliser. On va passer des heures et des heures à trier des images. Sony a évidemment prévu le coup. Ils vous font des piles. À chaque fois que vous faites une rafale, vous avez une pile. Quand vous rentrez dans cette pile, on a la possibilité de lire la pile sous forme d'une vidéo. Cette vidéo-là, par exemple, elle est lue ici en vitesse 5. On a la possibilité à un moment donné de lui dire « J'arrête, c'est la photo que je veux. » Et Sony vous propose une fonction « Garde-moi cette photo-là, supprime tout le reste. » Donc en fait, ça va se faire à l'intérieur du boîtier. Et on a même la possibilité de dire cette vitesse-là, tu peux me ralentir la vitesse ou alors tu peux m'accélérer la vitesse. Donc c'est un processus franchement qui sur le terrain est extrêmement bien fait. Et vous voyez toute la séquence de la rafale sous forme de vidéo. Vous choisissez la photo qui vous paraît la mieux. Vous supprimez tout le reste. Diego, l'ambassadeur espagnol, j'ai fait le voyage avec lui, donc j'ai beaucoup parlé avec lui. Bah, il me disait que c'était quelque chose qui, sur le terrain, lui, en tant que photographe de sport, Real Madrid, tout ça, Atlético Madrid, etc., bah, c'est ce qu'il fait. Il ne revient pas à la maison avec des dizaines de milliers de photos. À chaque fois, il fait sa rafale, il regarde la vidéo, il isole la séquence, il supprime le reste. Donc non, franchement, c'est bien fait, c'est un système qu'on n'avait pas avant. Donc évidemment, pour les mauvaises langues, ils ont prévu le coup. Vous voyez ici, quand je me mets en vitesse 2, on voit bien les photos les unes après les autres. Donc c'est un système qui marche bien. Et on a très peu parlé de la vidéo. Il fait pas de 6K, il fait de la 4K oversamplée, donc il fait de la 4K d'une qualité équivalente à celle que fait le Sony A7 IV en 4K 25 et en 4K 60. Ça veut dire qu'il fait pas de 4K oversamplé en 4K 120,
mais c'est le premier boîtier qui n'a pas de crop, puisqu'on avait un crop de 10% sur les autres Sony. Donc ici, 4K 120 sans crop. L'autre truc que j'ai trouvé dont ils n'ont pas mentionné, mais pour moi c'est important parce que c'est quelque chose qui souvent je recherche et je ne l'avais pas sur les Sony, c'est qu'en 4K 120, donc évidemment 4 de 10 bits, tout ce que vous voulez en termes de profondeur de couleur, hein. Donc tout ça il le fait, mais le truc qu'il fait en plus, c'est le mode Super 35. Aujourd'hui sur un A7S III, sur une FX3 ou même sur un Sony A1, on ne pouvait pas passer en mode Super 35 lorsque vous étiez en 4K 120. Ici c'est possible. Donc voilà, c'est vrai qu'en vidéo aussi, c'est quand même un sacré boîtier. Et juste pour le préciser, hein, on a le All Intra, on a aussi une sortie HDMI avec du RAW 16 bits, on a le S-Neton, on a le S-Log 3 et on a aussi le mode de stabilisation dynamique qui avait été inauguré par le ZV-E1 qui est aussi présent dans ce boîtier-là. Parmi les autres petits trucs dont on n'a même pas parlé tellement il y a de choses à parler, le viseur, 9 millions de points pour 120 images par seconde en termes de rafraîchissement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de choisir entre qualité de l'affichage et vitesse de rafraîchissement. Il est capable de faire les deux en même temps et ça c'est nouveau par rapport aussi au Sony A1. On a le même écran que le Sony A7R5 qui est le meilleur écran du monde, à part en luminosité où je le trouve encore un peu juste, mais en termes de possibilité d'incliner, de rester dans l'axe si on veut, mais de retourner si on veut, il a les deux systèmes tout en étant relativement compact, donc ça c'est vraiment cool. L'autre petit truc, c'est qu'il va falloir attendre la mise à jour, mais ça arrive très très vite, c'est que le A1, le A7S III et le A9 III vont avoir le Content Authenticity, c'est ce que Leica là, vient de mettre dans un des boîtiers. Globalement, c'est ce qui va permettre aux reporters d'authentifier leurs clichés pour dire ils n'ont pas été manipulés par l'intelligence artificielle. Il y a des trucs qu'on ne sait pas hein, au sortir de tous ces tests-là. A priori, il n'y a pas de dual ISO sur ce boîtier-là. Donc j'ai vu des gens qui me disent bah oui, mais en fait, il va remplacer un Sony A7S III. Bah en fait, sans dual ISO, pas tout à fait quand même. Le A7S III, c'est aussi une montée en ISO incroyable et un dual ISO. Ici, on n'a pas vraiment ce dual ISO. C'est pareil, on peut s'étonner parce que bah voilà, Sony font des conférences où ils disent sans arrêt on a une dynamique incroyable. Ici, pas un mot sur la dynamique. Donc, on peut s'étonner quand même de savoir est-ce qu'il n'y a pas un compromis sur la dynamique. Pour l'instant, c'est juste un point question. Dans leur slide, ils n'ont pas mentionné la montée en ISO. Pas un mot sur la montée en ISO. Nous, ici, on ne peut pas lire les fichiers RAW. Donc tant qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir les fichiers RAW, impossible de conclure. Mais pour l'instant, il y a un point d'interrogation sur la montée en ISO. Il ne faut pas s'attendre à une meilleure montée en ISO qu'un A9 II. Moi, j'y crois pas du tout. Mais ça serait déjà beau d'avoir la même montée en ISO qu'un A9 II parce que cette nouvelle technologie de capteur rend la montée en ISO apparemment un peu plus compliquée. Donc ça va être quelque chose qu'il faudra tester. Est-ce qu'il y a certains journalistes qui disent que l'ancien ISO 6400 est devenu ISO 12800, donc on aurait perdu un cran, un step en gros de monter en ISO. Le prix, c'était la mauvaise nouvelle de l'annonce, 7000 euros. C'est très très cher, c'est un produit qu'on attendait à 4500 euros. Aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle, mais je pense que dans la durée, en fait, ça va permettre aux capteurs empilés d'être plus accessibles. Donc je pense que dans la durée et sur une roadmap de 5 ans, je pense que ça risque d'être au final une bonne nouvelle. Et ensuite, je réponds à quelques questions que vous m'avez posées qui sont vraiment pertinentes et que d'autres gens doivent se poser. Le 24 millions de pixels fait beaucoup réagir. Vraiment dommage qu'ils partent pas sur un capteur de 33 millions de pixels. Pourquoi 24 millions de pixels sur un appareil aussi puissant? D'autres qui disent ah mais oui mais 24 millions de pixels pour l'animalier ça risque d'être trop limité. Donc bah, à ce niveau-là je pense qu'on est sur une nouvelle technologie, c'est un exploit de le faire sur 24 millions de pixels. Donc ça se comprend en fait. Ça serait incroyable qu'ils arrivent à le faire directement sur un capteur haute définition. Ça, c'est probablement pour les 5 prochaines années. Donc oui, je comprends votre réaction. Pour autant, les bénéfices de cette technologie-là, aujourd'hui, c'est déjà un miracle de l'avoir sur 24 millions de pixels. Est-ce que c'est une rupture technologique? Je pense que vous avez compris que oui. Est-ce que les concurrents s'y attendaient? Pour moi, oui. Parce que Global Shutter, ils ne l'ont pas inventé comme ça. Ça fait 10 ans qu'on en parle et que c'est en développement. Est-ce que les autres sont prêts? Ça, je l'ignore. En tout cas, Sony, ça ne m'étonne pas que ça soit les premiers à le faire parce que aujourd'hui, c'est probablement le leader mondial des capteurs. Je pense que je fais offense à personne en disant ça. Sony, ils font les capteurs de énormément d'autres marques du marché de la photo. Et des capteurs pour le cinéma, des capteurs prototypes pour des tournages. Ils font les capteurs de tous les smartphones. Ils font beaucoup de... Enfin voilà, Sony a la maîtrise du domaine des capteurs. Ça ne m'étonne pas que ça soit eux qui soient capables de le sortir le premier. Allez, autre question. Qu'en penses-tu par rapport à ton Sony A1? Est-ce qu'il y a un réel gap au niveau de l'autofocus?
La réponse, elle est oui. Au niveau de détection, moi aujourd'hui, je suis frustré par mon Sony A1 parce qu'en termes de détection, je suis habitué à vraiment beaucoup mieux. Les choses ont évolué depuis et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup la détection des sujets et je vois bien que en termes de détection, ouais, par rapport à ce que fait un Sony A7R5, le A1, c'est un peu compliqué. L'ami Alexis, on est dans un produit très élitiste réservé aux professionnels vu son prix. Crois-tu qu'il sera de nature à faire switcher de nouveaux canonistes vers Sony? Son tarif sera pas un frein en plus des objectifs. Moi, je pense que chez Canon, aujourd'hui, ils sont tranquilles parce que tout le monde attend le Canon R1. Tout le monde sait qu'il va sortir avant les Jeux Olympiques. Sony nous a déjà dit que le A9 III, c'était chaud déjà en termes de timing pour les photographes professionnels pour couvrir les JO. Donc je ne peux pas imaginer qu'il va falloir attendre très très longtemps pour avoir le Canon R1, ce qui va avoir lui aussi un obturateur global central et pourquoi pas de haute résolution. J'en ai aucune idée, on verra bien ce qu'ils vont faire. Mais je pense que là pour l'instant chez Canon, on attend le Canon R1 avant de se décider. Et en fait la solution elle est dans le commentaire suivant. Franchement, A9 III il est incroyable, mais en fait il devrait songer à faire un baby A9 III à l'image du Nikon Z8, mais en fait en recyclant les capteurs empilés avec les mages logiciels concernant l'autofocus pour proposer des boîtiers à tarif moindre. Je pense que la réponse elle est là. Sony ils vont pas pouvoir se permettre d'avoir que des boîtiers à 7000 euros. Et là il y a un trou qui vient de se créer. Moi je pense qu'il y aura de nouveaux modèles beaucoup plus accessibles. C'est juste que dans la logique de gamme, elle se construit au fil des cycles de boîtiers. Et ça va prendre un peu de temps à se mettre en place pour que vraiment ça arrive. Moi je vous l'ai dit, je pense que 7000 euros, ça veut dire que ça va démocratiser les capteurs empilés, qu'on va avoir à des tarifs plus réduits. Voilà pour ce long débrief. Vous avez l'habitude, le code créateur Damien. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!